Je voulais vous parler de l'ère numérique et de l'école. Nous avons un séminaire de recherche qui s'occupe de l'éducation nationale en France, surtout au collège. Donc c'est au sein de ce cadre que je vais parler. Je ne vais pas poser les questions des étudiants nomades à l'université, comment ont été nommés, parce qu'ils ne sont pas nomades, ils viennent à l'école. Ils peuvent être absentéistes, mais c'est une autre chose. Ce que je voulais surtout dire, c'est qu'il y a ces questions, vous le savez tous, depuis 30 ans, génèrent un nombre de rapports infinis, où il y a une grande rhétorique qui se met en place, une rhétorique avec un ethos qui, selon les personnes qui parlent, des spécialistes, des politiciens, disent on va prendre des mesures éducatives. Je ne sais pas, après on interrogera l'ethos, mais surtout qui se vit un grand pathos, vraiment, soit de la douleur, de la nostalgie, l'école n'enseigne plus comme avant, ou de l'enthousiasme, de l'espérance en disant heureusement qu'on va rentrer dans l'ère numérique et tous les problèmes vont disparaître. Parce qu'avec le numérique, on va pouvoir résoudre beaucoup de choses. Donc entre ces pathos et cette ethos, on a tout un discours argumentatif qui porte soit sur la contradiction, soit sur l'incompatibilité, soit sur la coexistence de différentes choses. Mais ce qui surgit surtout, c'est un discours ou une rhétorique que j'appelle de la rupture. Et je vais vous nommer 3 ruptures différentes qui se font entre l'école et l'ère numérique. La première rupture, c'est la rupture temporelle. C'est-à-dire, quand on pense, je vais vraiment très vite, quand on pense que l'école est en décalage avec l'ère numérique. Pourquoi serait-elle en décalage? Parce qu'elle ne répond pas aux questions et aux attentes de la société. Donc elle est en retard, elle n'arrive plus à être un facteur pour cette société. Je pose un exemple, cela va, elle ne répond plus aux attentes de la société, elle ne répond plus, par exemple, pour trouver un travail, on voudrait que l'école et l'entreprise aillent ensemble, mais cela va aussi, on enseigne les codes de la route et on enseigne aussi les valeurs du système républicain. Donc il y a un grand faisceau d'attentes qui se mettent sur l'école, d'attentes du travail, d'attentes d'entreprise, d'attentes d'économie, d'attentes de culture, d'attentes de citoyenneté. Et on dit l'école est en décalage, elle n'arrive pas. Et cela génère beaucoup de tensions parce qu'il faut la faire entrer dans une autre temporalité, dans un autre monde qui est celui du numérique. D'ailleurs, l'éducation nationale vient d'ouvrir un système numérique qui s'appelle « Faire entrer l'école dans l'ère numérique ». Qu'est-ce que cela nous dit? Qu'on a la conscience d'une rupture, qu'on a la conscience qu'une époque est finie et une époque nouvelle est arrivée, il faut basculer parce qu'on est en retard. Hein, on a toujours ces rattrapages, ces retards qui se mettent en place, une cantilène qui se joue en disant « allons-y, on ne va jamais y arriver, il faut être au pas de l'accélération, il faut aller vite ». Dans cette rupture première, dit décalage, il semblerait que comment on va résoudre ces décalages? On va les résoudre avec des outils. On met beaucoup d'outils en place, mais la question, selon moi, qui se joue n'est pas tant les outils, ou ce qu'on appelle les NTIC, vous connaissez tous les outils technologiques et d'information. C'est la question qu'il faudrait plutôt se poser, c'est comment on va former les enseignants à les utiliser. Et la question en amont, ce n'est pas uniquement comment on va les former à les utiliser, ces outils, sinon comment la formation des enseignants se fait-elle. Voilà, une première question qui va se poser. Une autre question de cet décalage, de cette première rupture que c'est comme ça, est celle de dire est-ce que l'école doit-elle disparaître? A-t-elle encore une raison d'être? Mais ce qui vraiment en arrière-plan se tient, c'est la question du pouvoir de l'école dans la société. A-t-elle encore un pouvoir? Est-ce qu'on doit la considérer les sanctuaires qu'on a été habitués? C'est-elle un marché qui va générer une clientèle avec l'entreprise? Les parents vont être des clients de lieux, les élèves vont devenir des futurs, pas uniquement consommateurs, mais aussi
des employés. C'est un agora où on peut discuter de tout et générer tout type de discussions. À quelle exigence doit-elle répondre? A-t-elle un maître? A-t-elle un Dieu? Et que devient surtout dans cette entrée au numérique? Et surtout, quel est son pouvoir? Quel est le pouvoir qui se pose? Voilà un peu dans ces ruptures premières, temporelles, conçues comme changement, comme retard, comme il faut aller, il faut rentrer. Mais il y a d'autres rhétoriques dans la rupture temporelle qui disent non, non, il faut entrer, mais on est dans un entre-deux. Hein, on l'a vu, la rhétorique de l'entre-deux, qui disent il y a une fracture, mais bon, on est dans la transition. Il y a la brèche, on vit encore entre deux mondes. Et là, la question qui se pose au niveau de l'école, c'est qu'est-ce qu'on va conserver? Hein? De quoi héritons-nous? Et qu'y a-t-il à conserver? Et comment envisager les possibilités ouvertes? Vous voyez que l'école est un système de conservation. Il est par nature assez lent, il transmet des choses. Donc il doit tenir comme temps. Et les rythmes aussi des réformes, on les voit bien, sont lentes. Est-il possible encore de réformer cette école ou de la refonder, mais on n'arrivera pas. Il y a une sorte de désillusion qui se met en place, mais qui vit dans cet entre-deux en se dire qu'est-ce qu'on doit conserver de deux systèmes. D'une école qui serait pleinement numérique, d'une école qui quand même aurait une lenteur qui est propre. Et dans ces questions qu'on se pose, à conserver ou pas conserver, on aurait bien sûr, est-ce qu'on va enseigner plutôt des matières scientifiques ou technologiques uniquement? Est-ce qu'on va encore enseigner les humanités? Hein, qu'est-ce qu'on fait avec elles? Ou ça doit être quelque chose de moins? Est-ce qu'on va faire uniquement des curriculums? Et chaque élève, selon les sections, on pourra choisir. Est-ce qu'on doit comprendre encore un passage, préparer les passages en fonction des niveaux qu'on va voir ou en fonction d'un socle commun que vous savez tous qui n'a jamais fonctionné? Comment mettre cela en place et comment effectuer ce discernement quand on est dans cette fracture de la temporelle conçue comme un entre-deux? Dans la fracture temporelle, on peut aussi la considérer uniquement comme une désynchronisation, c'est-à-dire l'école n'aura jamais le temps de la société. C'est une des propositions que fait Marcel Gauchet dans Transmettre, apprendre. Il nous dit le temps de l'école, c'est le temps de la lenteur, c'est le temps de l'effort, c'est le temps de l'étude, c'est le temps qui ne peut pas s'ajuster à l'accélération technologique telle qu'elle est imposée actuellement. Voilà pour une première fracture, j'essaie d'aller très vite. La seconde fracture, c'est celle qu'on connaît sous le nom des numériques. Hein, le nom des numériques. Et elle contient la fracture d'abord générationnelle, la fracture sociale, mais ce qui se joue, c'est les enjeux d'inégalité. Commençons par la fracture générationnelle. Au-delà des petites poussettes ou des digital natives ou des générations Y, peu importe, la question demeure toujours très entière. Est-ce que les enfants peuvent-ils apprendre en dehors de toute transmission délibérée? Voilà, est-ce qu'ils peuvent vraiment apprendre comme ça? Une autre chose dans ces fractures générationnelle, et c'est toujours un objet de débat, c'est que la fracture, elle est déjà entre les enseignants et les élèves. Ils n'appartiennent pas au même niveau social. L'hétérogénéité ne serait pas celle des collèges, parce qu'un lycée d'ICEP est très, très homogène au niveau des élèves, mais ce qui est hétérogène, c'est la culture de l'enseignant, parce qu'il ne vient pas du tout de là, ou des lieux où ils sont faits des grandes écoles, et ils se retrouvent dans des lieux qui ne lui appartiennent pas. Donc, il y a déjà une fracture sociale au-delà de celle générationnelle qui se joue. Ça nous met dans la fracture numérique en disant que inégalité numérique, exclusion, inégalité sociale et inégalité scolaire iront de pair. Mais il faut se poser la question si on va confondre l'inégalité scolaire avec l'inégalité numérique.
Si est-ce qu'elles sont synonymies ou est-ce que cela peut se correspondre? La question qui est derrière vraiment et que je voudrais vous poser, c'est, il s'agit d'une question de moyens vraiment, parce que on peut considérer qu'il y a-t-il un lien causal entre la distribution d'ordinateurs portables au sein d'un établissement et la réduction des inégalités scolaires? Vous croyez que c'est ça, les points qui se jouent? Est-ce que la e-exclusion, parce que maintenant il y a e-exclusion, e-réputation, e-réussite, la e-exclusion est-elle réductible à des indicateurs d'accessibilité, d'équipement et d'utilisation? Et la troisième, dans la fracture numérique, la troisième fracture est celle-là qui nous dit on a très envie de rentrer dans cette ère. Je vous disais, il y a les retards, les rattrapages, il faut se mettre à l'heure du numérique dont tout le monde doit y aller. On va acheter des ordinateurs, des tablettes pour tout le monde. Mais c'est poser aussi la question de quels sont les objectifs et les principes qui soutiennent l'accès des élèves à ces NTIC que je vous disais et comment sont formés les enseignants. Et la même chose, la fracture à l'intérieur des maisons, parce qu'à l'école, on est même certaines écoles d'accord avec les tablettes, mais elles sont les moindres. C'est le règne du livre, du crayon, du papier, du tableau, parfois des tableaux numériques. Mais à la maison, la plupart du temps, le règne de l'écran est installé. On ne sait pas combien de nombre d'écrans. Il y a aussi une fracture entre la maison et l'école. Et comment peut-elle être réduite? Voilà quelques questions. Et pour finir, la troisième fracture, c'est humaniste. Et la question, celle qui est héritière et que l'institution hérite et auquel on ne peut pas faire semblant, c'est celle quel type d'humain veut-on former et en vue de quelle société? Et dans ces ruptures humanistes, on voit déjà que les rapports maître-élève, je ne vais pas vous parler des magistraux, des Saint-Augustin, mais ces rapports maître-élève est fondamental, mais va-t-il disparaître? Qu'est-ce que va se passer dans cet enseignement? C'est de l'humain qu'on touche, on a vu dans la santé, c'est de l'humain qu'on touche, la relation se met en place, et comment on peut faire dans cette fracture qui se met. Donc, une autre question encore, dans la fracture que j'appelle humaniste, la question du savoir est très claire. La question du savoir, Lyotard, dans la condition postmoderne, disait qu'il y a un changement des rapports au savoir à est-ce vrai, à est-ce utile. Moi, je crois qu'on peut aller encore plus loin. Est-ce vrai, est-ce utile? On sait le haut niveau d'utilitarisme des savoirs qui se maintient aujourd'hui, mais je pense qu'il va se déplacer vers peut-il se vendre? Hein? Quel rapport on va établir entre les besoins d'une économie de la connaissance? Vous avez tous entendu parler de cette économie de la connaissance, comment elle s'est établie, quelles sont les lois. Je force les traits, je vis les visages quand je dis peut-il se vendre. Tout cela vit ensemble, n'est-ce pas? Mais c'est la vie. Ces questions se posent-ils? Donc, le système éducatif se transformerait-il en une prestation pour clients, entreprises, élèves? Une autre chose, la mémoire, l'écriture, la lecture qui se modifie avec le numérique engendre de nouvelles manières de penser et de connaître. Donc, est-ce qu'il faut réduire les savoirs aux savoirs mathématico-physiques? Est-ce qu'on est dans des anti-humanismes ou pas? C'est des questions où je n'ai pas du tout la réponse. Hein? Je ne suis pas en train de faire des procès, je pose les questions, c'est tout. Mais on peut créer aussi des parallèles, des passerelles dans ces ruptures que j'énonce. Je ne vais pas opposer les systèmes, dire l'un est bon, l'autre est bon, économie, entreprise, etc. Ce n'est pas aussi facile que ça. Je vous disais que l'argumentaire, il se développe dans la syntinomie et dans les contradictions, dans les coexistences, mais qu'il va falloir faire un tri de cette coexistence. Ce n'est pas une différence de nature ou de degré, ou d'hiérarchiser ce qu'on arrive, parce que
On apporte que de l'eau au moulin à ces techniques argumentatives qui se développent, mais selon moi, on ne peut pas céder aux illusions de la nouveauté absolue, ni à la douleur de la rupture, mais il reste quand même à se mettre à l'écoute des questions qui, dans ces tournants, se posent avec une force encore plus grande. Non pas que ces questions soient intemporelles, mais bien parce qu'elles demandent à être élaborées, comme on nous disait, à nouveau frais aujourd'hui, parce que l'école hérite des problèmes qu'il convient d'entendre et qui surgissent à partir de cette manière de faire et qui sont interrogés d'autres manières. On n'interroge plus les choses de la même manière. Il va falloir aussi apprendre à interroger autrement. Et entre les questions qui sont peut-être exclues, je disais que ce qui est intéressant dans la rhétorique, c'est de voir ce qui n'est pas énoncé, ce qui n'est pas dit dans tout cela. Elle peut porter sûrement sur l'essence des principes de l'école, quels sont les principes qui la guident, et sur qu'est-ce qu'on entend pour l'humain. Voilà, merci beaucoup. Merci, Gemma Serrano.